Bonjour à tous et toutes et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Yacine Samim et je suis coordinateur principal du fonds du volet d'équité de l'OCACI. Au nom de l'OCACI et de nos partenaires, je vous souhaite la bienvenue au premier webinaire de la série 2026-2027 sur le renforcement des capacités, la gouvernance de base. Le programme du fonds du volet équité organise une série de webinaires pour soutenir les organismes communautaires de base de l'Ontario qui servent et sont dirigés par des communautés en quête d'équité. La série met l'accent sur le renforcement des capacités organisationnelles et les services permettant ainsi aux organisations communautaires de base de soutenir durablement leur communauté tout en s'attaquant aux obstacles systémiques et en offrant des services inclusifs et adaptés à la culture. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques consignes logistiques afin de rendre notre participation individuelle et collective plus sûre et plus confortable pour nous tous. L'enregistrement et interaction. Ce sera enregistré et publié sur la page d'accueil du projet sur locassi.org. Veuillez désactiver votre caméra si vous ne souhaitez pas être filmé. Veuillez garder votre micro coupé pendant toute la séance. Si vous avez besoin d'aide à tout moment, envoyez un message direct via la boîte de clavardage à l'équipe de l'assistance à OCACI. 2. Boîte de clavardage et questions-réponses. Utilisez la fonctionnalité de la boîte de clavardage pour communiquer avec les autres participants et participantes. Utilisez la boîte de questions-réponses pour soumettre vos questions. Et notre équipe d'assistance technique surveillera les questions les communautaires. Pour les questions en direct, levez la main. L'animateur autrice vous donnera la parole, puis réactivez votre micro et allumez votre caméra si vous le souhaitez. Veuillez faire preuve de courtoisie et de respect lorsque vous poserez des questions dans la boîte de clavardage. L'interprétation est disponible lors de cette séance, en raison du fait que ça va se dérouler en anglais. Une interprétation simultanée en français et les langues des signes américaines sera assurée. Pour sélectionner votre langue, choisissez l'option d'interprétation en bas de votre écran Zoom. Nous souhaitons la bienvenue aux interprètes. C'est le plaisir de vous présenter notre animatrice Sonia Nerd. Vous trouvez sa biographie dans le chat. Et maintenant, Sonia, je vous cède la parole. Bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui. Donnez-moi un instant. Je vais juste faire un partage d'écran pour que vous puissiez visualiser la présentation. Est-ce que vous êtes capable de visualiser la présentation? Oui. S'il vous plaît, juste l'élargir. Super. Alors, bienvenue à tous et toutes. C'est un plaisir d'être présent avec vous. Avant de passer à la matière d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment parce que je suis sur le territoire de Toronto, près de Hyde Park, et je voulais commencer notre séance avec une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que le territoire sur lequel nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga des Crédits, les Inishinabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et qu'il abrite aujourd'hui de nombreuses communautés autochtones, Inuits et Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est visé par le traité numéro 13 conclu avec les Mississauga des Crédits. C'est le premier atelier sur ce sujet. Ça fait partie du programme du volet d'ECATI de l'OCASI. Et à titre de dirigeant et dirigeant de vos organismes respectifs, je sais que je travaille d'arrache-pied pour comprendre les obligations qui m'encombrent. À titre de vérité et réconciliation, l'histoire et l'état actuel auquel nos amis autochtones font face à. Et les, et les organisations à but non lucratif, nous avons un rôle important à jouer pour faire un bon travail en reconnaissant la manière dont on peut faire avancer les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. J'espère que vous venez à cette séance avec un esprit ouvert. Nous allons passer 2 heures ensemble. Alors, j'aimerais passer en revue les objectifs d'aujourd'hui. Je vais me présenter.
Je vais vous présenter les objectifs. On va commencer avec une présentation des fonctions du conseil d'administration, le modèle de gouvernance de leadership que j'utilise. On va examiner trois domaines du modèle et on va examiner les rôles et responsabilités de chacun, chacune. Puis on va se penser justement sur la gouvernance fiduciaire, stratégique et générative. On va faire un petit peu de réflexion personnelle vers la fin de la séance. Et je vais vous offrir un survol de la deuxième séance qui sera offerte d'ici 2 semaines. Tel que mentionné, je m'appelle Sonia Narad, je suis fondatrice de SL Management. J'ai fondé cela en 2011. J'ai œuvré dans le secteur des organisations à but non lucratif. Alors, j'ai occupé différents postes de direction dans le domaine de la santé communautaire, du logement, de la lutte contre le- l'itinérance. Alors, les enjeux de migration et d'équité peuvent avoir une influence sur mon travail. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine pour pouvoir lutter contre les enjeux d'équité. Je fais beaucoup de planification stratégique avec les organisations et par la suite, je leur étaye par le biais d'un un appui opérationnel. Comme j'ai une expérience directe au sein des organisations ainsi que titre de consultante, je suis impliquée dans la conception organisationnelle, la mobilisation, le changement ou la gestion de changement. Et j'espère pouvoir vous partager l'expertise que j'ai accumulée au cours des années pour vous aider à développer vos propres organisations. Nous avons trop de participants et participantes aujourd'hui pour faire une présentation. Je vous invite à utiliser la boîte de clavardage. N'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de clavardage votre nom, le nom de l'organisation que vous représentez et combien de temps siégez-vous au sein du conseil d'administration et j'aimerais savoir quelle est la question qui vous tient le plus à cœur en matière de gouvernance. Je jetterai un œil sur la boîte de clavardage lors de la séance. J'ai examiné les commentaires qui ont été partagés par le biais du sondage. Ça me donne une idée de les questions en matière de gouvernance qui vous tient à cœur. Est-ce que vous m'entendez? Je veux juste confirmer que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Alors que je vois plusieurs interventions sur la boîte de clavardage, je vais vous donner quelques instants encore pour vous présenter et n'hésitez pas à ajouter quelle question vous tient le plus à cœur en matière de gouvernance. J'aimerais bien entendre de votre part. Alors, comment accueillir et assurer la rétention des directeurs du CA? C'était une des questions posées dans le sondage. Je vais partager les autres questions qui ont été posées dans le sondage. Je vois que les gens sont en train de partager leurs renseignements. Il y a des gens qui ont posé des questions très semblables à celles qui ont été posées dans la boîte de clardage. Comment on peut s'attaquer à l'épuisement des volontaires? Comment on peut maintenir ou préserver l'engagement des membres du CA? Comment on fait une planification solide en matière de relève, toute la gestion des conflits au sein des CA?
et de mettre en place des CA qui ont un long historique, mais qui sont en train d'évoluer. Des fois, il y a des tensions qui se présentent. Alors, comment on peut gérer cela? Comment on peut articuler les rôles et responsabilités qui encombrent les administrateurs des CA? Les responsabilités pour l'équipe, la haute direction, du directeur, directrice générale, comment on peut accroître la capacité du CA, l'imputabilité du CA, la pérennité du CA, comment déployer des bonnes politiques, des bonnes structures en place, bien sûr aussi comment on peut appuyer nos organisations pour qu'ils soient financièrement stables. Alors, ça, c'est différentes questions qui ont été posées dans le sondage. Merci. Merci à tous et toutes. N'hésitez pas à continuer à partager dans la boîte de clavardage. Alors, je vais continuer avec ma présentation. Ah, voici les objectifs. L'objectif est d'améliorer les connaissances et la compréhension en matière de gouvernance efficace du conseil d'administration. Et tel que j'ai mentionné, c'est très important de pouvoir décrire les rôles et fonctions d'un conseil d'administration en train d'utiliser ce modèle de gouvernance en matière de leadership. Alors, ça va prendre justement les responsabilités clés qui encombrent les administrateurs du CA, tels que le rôle de la gouvernance fiduciaire, stratégique et générative. Ça, c'est les objectifs d'aujourd'hui. Lorsqu'on se revoit d'ici de 2 semaines, on va se pencher plus sur des outils plus pratiques qu'un CA peut déployer pour appuyer l'opération efficace du CA. Aujourd'hui, on peut se pencher sur le rôle. Pourquoi êtes-vous ici? Ce que nous partageons, c'est qu'on est en train de diriger une société, une entité juridique distincte et indépendante de ses membres. Et pour ceux et celles qui occupent des postes au sein du CA, vous-même, peut-être, vous avez une responsabilité civile parce que vous pouvez être poursuivi à titre d'administrateur ou votre CA. Alors oui, la corporation peut détenir des biens, puis ils vont exister à jamais, à moins qu'il y ait des solutions. Il y a plein d'organisations qui n'existent plus, mais ils n'ont pas à passer une dissolution juridique. Alors, qu'est-ce qui vous rend distinct en matière de la raison pour laquelle vous êtes ici? Vous êtes des organisations à but non lucratif, vos activités diffèrent d'une société pour à but lucratif parce que vous avez une mission sociale et cela veut dire que vous êtes en train de faire ou de respecter des obligations juridiques. Les membres du CA ne peuvent pas bénéficier d'un gain financier et c'est très important parce qu'on va parler différentes politiques financières. Et un autre élément très important, peut-être vous n'avez pas le statut d'organisme de bienfaisance et donc si c'est le cas, il y a d'autres considérations qui doivent être prises en compte à titre de membre du CA. Alors, vous êtes en train de diriger une société où et vous êtes responsable pour les, une organisation. Alors, quel est l'objectif du conseil d'administration? J'essaie d'être très pratique. Votre travail à titre d'un membre du CA veille à ce que votre organisation atteigne euh, un succès, qu'elle atteigne des résultats, est en train de faire une différence. Et aussi, il y a toute la question de la pérennité. Alors, votre organisation est capable de garder les lumières allumées aujourd'hui et demain. J'aimerais vous parler un petit peu plus de la réussite, comment cela pourrait se manifester. À titre de CA, vous avez un rôle très important pour s'assurer qu'une organisation a une mission claire et que c'est en train de réaliser cette mission. Alors, la raison d'être, que vous avez assumé cette mission et que vous avez une mission fort convaincante qui est comprise par les parties prenantes. Alors, vous avez une mission, une vision, des valeurs et
Vous savez comment déployer votre mission au cours d'une certaine période de temps en raison des plans stratégiques que vous avez élaborés. Alors ça, c'est les quatre éléments qu'un CA doit réaliser. Et d'une perspective de développement durable ou de pérennité, ça diffère de la réussite. Dans ce cas-ci, on veille à ce que l'organisation puisse remplir sa mission à long terme, alors s'assurer que nous avons toutes les ressources nécessaires pour atteindre ou de réaliser la mission, d'atteindre les objectifs. Est-ce que vous détenez la crédibilité avec vos bailleurs de fonds, vos clients, les membres de votre personnel? Est-ce que vous êtes perçu comme étant une organisation crédible et de confiance? Et pour terminer, la viabilité. Est-ce que vous êtes capable d'utiliser les ressources, les capacités que vous détenez d'une manière qui vous permet à nouveau d'atteindre les résultats souhaités. Alors, j'ai commencé dans le secteur des organisations à but lucratif en 1996 et 1997. J'ai travaillé avec un grand nombre de CA à titre des directrices exécutives, des fois à titre de membre d'un CA, pour un grand nombre d'années du fait que j'avais travaillé dans les espaces de santé. On considérait que c'était des fonctions traditionnelles de gouvernance. Alors, sur cette diapo, vous voyez justement toutes les caisses que vous voulez cocher à titre d'un membre d'un CA. Et pour ceux qui ont complété le sondage, vous avez vu que je vous ai demandé où vous vous trouvez en matière d'organisation vis-à-vis ces fonctions. Est-ce que vous êtes solide? Est-ce que vous avez des systèmes et des structures en place? Est-ce qu'il y a du travail qui doit être fait? Alors, l'approbation des buts et objectifs stratégiques. Un grand nombre des gens ou des répondants au sondage avaient indiqué que ça progressait assez bien dans ce domaine. Pas très solide, mais il y avait justement des structures et systèmes en place. Puis on va en parler plus tard en présentation. Alors, c'était le déploiement d'un un cadre de contrôle de la performance. Cela veut dire que non seulement vous avez établi les objectifs et les buts stratégiques, vous avez aussi une idée très claire de comment vous mesurez votre progrès. Vous avez des métriques, vous avez des indicateurs, il y a des rapports qui démontrent le progrès atteint dans une période de temps. Les réponses fournies démontraient pas que c'était solide dans cet espace, mais à voir. Aussi, la supervision de l'efficacité et la qualité de l'organisation. J'ai vu que les réponses n'étaient pas assez solides. Alors, au niveau du CE, vous avez mis en place des processus cohérents pour pouvoir faire une vigie du travail que vous êtes en train de mener à bien. Ça peut être une, un contrôle de vos prestataires, de vos parties tierces en examinant leurs documents, leurs procédures, toute la révision des rapports de satisfaction et autres. Cela sont tous des éléments essentiels. La plupart des gens comprennent qu'ils ont une responsabilité financière à titre d'un membre d'un CA. C'est un rôle très important pour assurer la santé financière. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs différentes responsabilités qui encombrent les membres d'un CA. Pensez à vos réunions du CA. Est-ce que vous êtes en train d'examiner des états financiers, des rapports financiers? Mais ce n'est pas la seule chose que vous devez passer en revue. Il y a aussi toute la question de la gestion des risques organisationnels. Je pense que ça a reçu la cote la plus faible suite au sondage. Alors, toute la prévention, la gestion des risques, c'est un autre rôle qui encombre un membre du CA. Et aussi la question de la supervision des leadership, ça a été, c- c'est un élément qui a été abordé dans le sondage, comment on peut assurer qu'il y a un lien qui existe entre le directeur, directrice de l'exécutif et le CA. Puis, un des rôles du CA, c'est de s'assurer de passer du temps à comprendre qu'est-ce que leur leadership nécessite, de faire du recrutement, d'appuyer et de surveiller
l'équipe, la haute direction de manière cohérente. La supervision des relations avec les parties prenantes, c'est aussi important. Normalement, c'est géré par le personnel et la haute direction, mais vous êtes les représentants de l'organisation, donc vous avez la capacité à, à forger des relations d'une manière unique. Il y a toute la question de la gestion de la gouvernance du CA. Vous jouez un rôle tellement important au sein d'une organisation, vous avez besoin de prendre soin de de vous à titre de membre d'un CA, vous avez besoin de comprendre quels sont vos besoins d'apprentissage structurel, de politique, de soutien. Alors ça, c'est la manière dont on comprend les fonctions traditionnelles de gouvernance. J'ai appris au long de ma carrière que les réunions du CA étaient très pratiques. On passait beaucoup trop de temps en train d'examiner le budget, très peu de temps peut-être aux 5 ans pour parler de stratégie. Puis une fois justement, on avait cette discussion stratégique, c'est quelque chose qui a été écarté et on ne faisait pas vraiment de suivi. Et avoir justement, d'avoir, on n'avait pas de discussion euh, g- génératif, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et le modèle que vous voyez sur la diapo, c'est les trois composants qui étayent votre rôle à titre de membre du CA. Alors, on va commencer à examiner ce modèle. Au cours des prochains moments, je vais arrêter ou je vais prendre un moment pour voir s'il y a des questions vis-à-vis de ce que j'ai partagé à date. Alors, je ne sais pas qui est en train de surveiller les mains ou les interventions. C'est Isabelle de l'équipe d'Occasion. Nous avons une période de questions-réponses. Il y a une question qui a été envoyée. Alors, la personne qui a posé la question, je veux voir si elle aimerait la poser à vive voix. Diana? Ou je peux répéter la question à vive voix. Alors, je veux m'assurer que je sais que tout le monde a gardé ont posé leurs questions brûlantes dans la boîte de clavardage, mais je demande s'il y a des questions vis-à-vis les diapos que j'ai présentées. Moi, toutes les questions brûlantes, je vais y examiner ça plus tard, mais c'est plus si vous avez des questions vis-à-vis le contenu qui a été présenté à date. Non, non, il n'y a rien qui est lié au contenu présenté. Alors, on va pouvoir continuer. On va passer justement à la gouvernance fiduciaire. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'apprécie cette phrase. Alors, lorsqu'ils agissent en tant que fiduciaires, les conseils d'administration jouent un rôle de surveillance axé sur la conformité. Alors, on est en train de se pencher vraiment sur la conformité pour s'assurer qu'une organisation soit conforme avec tous les éléments, que ce soit d'une perspective réglementaire, de contrat ou de législation. Et qu'est-ce que cela veut dire en matière de type de questions qu'on doit poser? C'est justement dans cette partie de la réunion. Comment est en train, que- où en sommes-nous à ce jour? En matière de toutes les exigences qu'on doit respecter. Est-ce que nous sommes conformes avec tout ce que nous devons respecter et est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien? Donc, ces questions abordent les rôles clés du CA d'un point de vue de risque, des finances et évidemment d'un point de vue réglementaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait surveiller? Et par rapport à nos cibles, est-ce qu'on devrait ajuster ce qu'on fait? Donc, on regarde vraiment le conseil d'administration. Je sais qu'on a beaucoup de directions générales et de gestionnaires ici, mais moi, je suis vraiment concentrée sur le conseil d'administration. Donc, en tant que membre du conseil d'administration, vous avez des responsabilités fiduciaires. Donc, vous
superviser, encadrer les activités. C'est très important de comprendre que vous les encadrez, vous ne les réalisez pas. Ce n'est pas la même chose. Il y a peut-être des gens ici qui font partie de plus petits organismes où les membres du conseil d'administration doivent participer au fonctionnement de l'organisme parce qu'il manque de personnel. On peut en parler tout à l'heure si c'est le cas pendant la période de questions-réponses. De façon générale, la plupart des conseils d'administration jouent un rôle de supervision des activités et s'assurent qu'il y ait des processus en place permettant de soutenir le personnel dans l'accomplissement de leurs tâches. Les membres du conseil d'administration doivent s'assurer que les ressources reçues par l'organisme sont utilisées de façon efficace et appropriée. Vous voulez également vous assurer, garantir la conformité, juridique, la responsabilité des activités. Vous faites le suivi de la responsabilité et les risques de l'organisme. Encore une fois, vous êtes en charge de l'évaluation de la direction générale et des gestionnaires. Et comme vous n'êtes pas dans les activités au quotidien, vous avez des politiques et des systèmes en place qui vous permettent, en tant que membre du conseil d'administration, de comprendre comment l'organisme se porte dans tous ces domaines. Donc, vous recevez un rapport de la part de la direction générale au sujet des finances, un rapport de conformité. Vous recevez des rapports au sujet des risques. Ce sont des systèmes et des structures très importantes pour le conseil d'administration, pour l'organisme. Et dans quelques semaines, la prochaine séance, je vais entrer dans les détails de ces systèmes. Donc, en tant que fiduciaire, encore une fois, on parle de la relation fiduciaire. En tant que membre du conseil d'administration, vous êtes dans une relation de confiance et votre rôle en tant qu'administrateur, administratrice vous a été accordé en fonction de paramètres éthiques et juridiques. En tant que membre du conseil d'administration, on s'attend à ce que vous agissiez avec honnêteté, en bonne foi, dans l'intérêt supérieur de la société, de l'organisme. On s'attend à ce que vous mettiez en œuvre vos compétences et que vous fassiez preuve de discernement, que vous respectiez la législation, les statuts règlements, que vous fassiez preuve de loyauté, que vous respectiez la confidentialité, les conflits d'intérêts et l'obéissance. Donc, si on revient à la question de la conformité, l'utilisation efficace des ressources, la responsabilité financière, la façon d'honorer cet engagement, c'est d'incarner ces valeurs. Souvent, les conseils d'administration ont des politiques en matière de confidentialité, de conflit d'intérêts. Ces politiques aident à s'assurer que votre comportement soit approprié en tant que conseil d'administration. De nombreux conseils ont des codes de conduite et tous les membres du conseil doivent respecter le code et s'assurer que leur comportement soit conforme au contenu du code de conduite. Dernière question, au sujet de la relation de gouvernance fiduciaire avec l'organisme. Encore une fois, je pense à ce que j'ai vu dans le sondage. Donc, pensez à votre situation, la situation de votre organisme. Est-ce que vos conseils d'administration sont au courant de leurs responsabilités législatives et réglementaires? Comment est-ce que vous vous assurez que les membres soient au courant? Est-ce qu'il y a une séance d'orientation? Est-ce que vous faites un rappel à chaque rencontre du conseil? Est-ce que vous avez des dossiers partagés en ligne? Est-ce que l'information est accessible? Donc, comment est-ce que les membres du conseil d'administration prennent-ils et elles connaissance de ces responsabilités? Une question de réflexion. Quels sont les outils, processus et systèmes que vous avez pour superviser les finances et les activités? Est-ce que vous recevez des rapports? Est-ce que c'est à des dates fixes, chaque mois, chaque 3 mois, une fois par année? Est-ce que vous avez des outils pour gérer les risques, des rapports en matière de risque, une politique de gestion des risques? Comment évaluez-vous la direction générale?
Est-ce que vous avez un processus standard? Est-ce que c'est sur une base annuelle? Qui participe à l'évaluation? Et finalement, comment démontrez-vous votre responsabilité entre les différentes parties prenantes? Est-ce qu'il y a une assemblée générale? Est-ce qu'il y a des rapports? Sont-ils disponibles sur vos sites web? Si je consulte votre site web, est-ce que je vais avoir accès à ces rapports? Qui aimerait répondre à une de ces questions? Encore une fois, je vois qu'il y a des questions dans la boîte de clavardage. Je vérifie s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un aimerait aborder l'une de ces questions ou plusieurs de ces questions? Je vais regarder la boîte de questions-réponses moi-même. Ah, Sultana, allez-y. Merci de nous inviter à parler. Nous apprenons vraiment beaucoup avec vous. Dans notre organisme, nous avons un fichier en ligne, un Share Drive, où nous téléversons les rapports financiers et tout ce qui est utile pour les membres du conseil d'administration. Nous essayons d'avoir une structure qui part vraiment du bas, mais parfois, les bailleurs de fonds cherchent à ce que les conseils d'administration soient composés de membres d'influence de la communauté. Donc, il faut parfois recruter des membres à notre conseil à l'extérieur de notre communauté, même si ça ne fait pas partie de notre modèle initial. Des gens qui ont, par exemple, de l'expérience dans le monde du financement, des collectes de fonds. Nous avons des assemblées générales, un auditeur fait un audit indépendant de nos états financiers et présente un rapport au conseil d'administration. Merci, très bien. Je comprends bien ce que vous dites. Vous voulez de plus en plus pouvoir avoir du financement pour votre organisme, mais en même temps, vous voulez représenter la communauté et votre communauté n'a peut-être pas énormément de ressources. Donc, je ne sais pas s'il y a une composante financière à la formation à la gouvernance, mais les conseils d'administration peuvent passer du temps à réfléchir au développement stratégique des ressources et mettre des systèmes en place pour vous aider à travailler là-dessus. Je pense que c'est un rôle essentiel d'un conseil d'administration. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de transformer la composition de votre conseil d'administration, mais vous pouvez inviter des personnes un peu plus stratégiques, des gens qui ont certaines capacités. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais continuer dans ce cas. Désolée, Sonia, nous avons une question. Peut-être que vous allez en parler tout à l'heure, mais quelqu'un demande, est-ce qu'une personne fiduciaire doit être impliquée avec, dans le droit? Est-ce que la personne doit être avocate? Ce n'est pas une personne. La gouvernance fiduciaire, c'est la responsabilité de votre conseil d'administration. Ce n'est pas une personne spécifique qui est fiduciaire. Donc, en tant que conseil d'administration, peu importe la composition, vous en ayez 12, 14, 11, en tant que conseil d'administration, vous avez une responsabilité fiduciaire de gouverner l'organisme pour que les activités soient bien menées, que vous utilisiez les ressources de façon appropriée. Vous avez la responsabilité de garantir la conformité légale, la responsabilité en matière de riches. Vous faites le suivi de la responsabilité de l'organisme, les résultats. C'est vraiment ce qui est au cœur des activités d'un conseil d'administration et ces responsabilités portent le nom de gouvernance fiduciaire, responsabilité fiduciaire. Et parce que vous n'êtes pas payé, que vous jouez un rôle très important, vous devez respecter certaines normes, cette liste de normes, l'honnêteté, la bonne foi, confidentialité, la conformité avec les lois de l'organisme et les lois de la société dans laquelle vous vivez. C'est ce que le terme fiduciaire veut dire. Ce n'est pas une personne, c'est une responsabilité.
par rapport à qui met sur pied un organisme. Souvent, c'est un organisme qui organise et fait le suivi des finances. Souvent, ce sont des comptables, parfois des avocats, des avocates, mais ce sont d'autres rôles et fonctions que le conseil d'administration doit inviter à collaborer avec l'organisme pour accomplir des tâches précises. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas si elles sont directement en lien avec cette partie de la présentation. Il y a une question au sujet des collectes de fonds. Est-ce que vous voulez aborder cette question? Oui, je peux y répondre. Je... Donc, pour l'équipe d'Ocassi, est-ce qu'il y aura une séance au sujet du développement des ressources? Oui, oui, nous allons organiser une autre séance à ce sujet, au sujet des campagnes de financement, cueillette de fonds. OK, dans ce cas-là, je vais peut-être pas entrer en détail dans cette question. Soyez attentifs, vous allez recevoir des détails au sujet de la prochaine séance, sûrement. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque organisme est différent. Ça dépend de votre taille, de votre capacité. Je travaille avec de nombreux organismes où le conseil d'administration met sur pied un comité de développement des ressources et ce comité élabore un plan de collecte de fonds. Et dans ce plan, on trouve des activités, des demandes de financement, de subventions qui sont souvent rédigées par l'équipe. Il y a parfois des événements de financement qui sont souvent organisés par le conseil d'administration en collaboration avec l'équipe. Ça dépend vraiment de votre organisme et puis je suis certaine que la séance au sujet de la collecte de fonds va pouvoir beaucoup mieux vous éclairer à ce sujet que je ne peux le faire en quelques minutes ici. Mais oui, c'est le travail du conseil d'administration de s'assurer que l'organisme soit en bonne santé financière. Et le conseil ne peut pas simplement ignorer cette partie de son travail. J'ai eu des conversations avec certains membres de conseil d'administration qui résistent à l'idée de faire du financement, des campagnes de financement. Ils disent que ça ne fait pas partie de leur rôle et leur responsabilité. Et je pense que c'est important de pouvoir parler de développement des ressources plutôt que de campagne de financement. Il faut être très clair avec les membres du conseil d'administration par rapport aux attentes. À quoi est-ce qu'on s'attend que les membres participent? Parce que c'est une démarche qui permet de garantir que l'organisme soit durable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je vais continuer dans ce cas. J'espère que vous réfléchissez à ces questions, que vous allez les rapporter à votre organisme. Peut-être que vous avez une petite liste dans votre tête. Vous vous dites, OK, on a ceci, on n'a pas cela. Quand on se retrouve dans 2 semaines, peut-être que vous allez avoir une meilleure idée des outils dont vous avez besoin pour améliorer la gouvernance. OK. La gouvernance stratégique, je l'ai dit au début de la séance, c'est un rôle essentiel du conseil d'administration. Si on met de côté les responsabilités financières, le fiduciaire, pardon, le conseil d'administration a le rôle de s'occuper du plan stratégique. Les membres du conseil d'administration sont les stratèges de l'organisme. Ils et elles établissent des objectifs et mobilisent des ressources pour les atteindre. Donc, lorsque nous portons le chapeau stratégique au sein du conseil d'administration, on met de côté les questions fiduciaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Toute la supervision. Quand on porte le chapeau stratégique, on se pose des questions qui sont davantage tournées vers l'avenir. Où allons-nous comme organisme? Quelle est notre stratégie? Quel est notre plan? Concrètement, quel est notre plan en lien avec la stratégie que nous avons élaborée? Donc, si vous pensez à vos rencontres de CA, on a toute une partie du conseil d'administration, de la rencontre qui est consacrée aux responsabilités fiduciaires et il y a une partie de la rencontre qui est consacrée aux responsabilités stratégiques. Quel est le plan? Où allons-nous? Quelle est la stratégie? Et on ne se pose pas seulement ces questions chaque 3 ans, chaque 5 ans.
On doit avoir un processus en place qui nous permet d'avoir ces conversations sur une base régulière. Donc, plus précisément, gouvernance stratégique. Quelles sont les responsabilités? Un, élaborer des politiques de gouvernance. La semaine prochaine, nous allons nous pencher sur les besoins. Le conseil doit s'assurer en tout temps que la mission est pertinente. Ce que nous faisons comme organisme est en phase avec notre mission. Les membres du conseil doivent analyser les environnements interexternes. C'est dur de savoir ce qu'on doit faire si on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. En tant que conseil d'administration, on doit vraiment bien comprendre les environnements internes et externes, faire le suivi des résultats et de l'impact à l'aide d'indicateurs. Nous avons une mission, nous comprenons notre rôle dans notre milieu et nous avons des objectifs et nous faisons le suivi de nos progrès en lien avec ces objectifs en utilisant des indicateurs précis. Nous avons un plan stratégique et nous le révisons de façon régulière. Nous le modifions au besoin parce que nous sommes constamment en train de faire le suivi de l'environnement interne-externe, du milieu. Nous regardons les indicateurs. Ensuite, la direction générale et l'équipe s'occupent de faire avancer le plan. Donc, ça fait partie des rôles du CA que de choisir la direction générale. Le rôle fiduciaire, soutenir la direction générale, faire le suivi de son travail. Mais ici, la décision stratégique, c'est qui est cette direction générale, cette directrice, directeur. S'assurer de choisir une personne qui va nous permettre de réaliser notre mission. Donc, nous allons prendre une pause bientôt pour voir ce que vous avez à dire à ce sujet. Mais quelques questions importantes à se poser. Le conseil d'administration dispose-t-il de politiques pour orienter son travail? Est-ce que les politiques sont dans un shared drive en ligne? Est-ce que ce sont des politiques papier? À quelle fréquence les regardez-vous? Une fois chaque 2 ans, une fois chaque 3 ans? Dans vos politiques du conseil, avez-vous une politique de développement de la stratégie? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites une fois, c'est fait, c'est fini? Une fois que vous avez une stratégie en place, est-ce que vous allez chercher des renseignements pour vous permettre d'évaluer comment vous vous portez? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Quels sont vos indicateurs? Est-ce que ces indicateurs vous aident à comprendre quand il faut vous ajuster? Changer les choses? Est-ce que quelqu'un aimerait parler de votre processus, de son processus? Est-ce que vous avez un processus en place pour élaborer des stratégies, en faire le suivi? Je sais qu'il y a de nombreuses personnes dans la boîte de clavardage qui ont parlé du fait que vos conseils d'administration sont en plein développement. Vous aviez des conseils plus informels et vous êtes en train de les formaliser. Vous avez un peu plus de capacité. Et donc, ce sont vraiment des éléments importants à considérer. Une chose que j'ai remarquée dans les questions qui sont posées, c'est comment aider le conseil à respecter son rôle de gouvernance quand il y a un chevauchement entre les activités opérationnelles et la gouvernance. Revenons à la question fiduciaire. Et oui, c'est très délicat, cette question. Surtout si votre organisme a commencer plus petit, sur une base bénévole et que le conseil d'administration est un groupe de travail qui a contribué à la mise sur pied de l'organisme. Et là, vous avez une direction générale, vous avez une équipe et ils sont responsables du travail de l'organisme. Ça devient difficile de séparer ce que fait le conseil et ce que fait l'équipe. Donc, quand j'ai demandé si vous aviez des politiques pour le conseil d'administration, je pense à une politique, importante
Et cette politique concerne la répartition des tâches, des responsabilités. Il faut écrire ce que fait le conseil d'administration et ce que fait la direction générale dans des domaines clés. Soyez précis, précise. La direction générale ou les membres de l'équipe sont en charge de l'embauche de quel poste? De l'encadrement de quel poste? Qui s'occupe des congédiements, de la discipline. Et le conseil d'administration est responsable du recrutement, de la supervision, de l'encadrement, du congédiement de quel poste. Donc, ça doit être clair qui est responsable de quel poste. Donc, moi, si je suis directrice générale, je viens d'arriver à l'organisme, j'ai la responsabilité, le pouvoir d'embaucher tous les employés directement et indirectement à travers des chargés de programme, des responsables et je peux congédier tout le monde et encadrer tout le monde sauf la haute direction. Mais pour le faire, je dois vérifier avec le conseil d'administration et avoir une recommandation avant de passer à l'action. Donc, le conseil d'administration doit savoir ce qui se passe parce que sinon, ça pose un risque éventuel pour l'organisme. Donc, vous passez du temps avec votre comité de ressources humaines à écrire, à rédiger cette politique de limite exécutive. Donc, qu'ont droit de faire les directions générales, par exemple? Par exemple, en matière de finances, la direction générale peut préparer le budget, regarder les revenus et les dépenses, faire les prévisions budgétaires. La direction peut apporter des changements au budget jusqu'à un certain montant, par exemple, sans avoir obtenu l'approbation préalable du conseil. Cette politique peut également dire quel montant la direction générale peut dépenser sans approbation du conseil ou quel type de dépenses et quelles sont les dépenses qui doivent être approuvées par le conseil. Quel type de changements doivent être approuvés, quel type de dépenses. Donc, pour chaque partie de votre organisme, vous devez articuler clairement les limites exécutives. Ça s'applique également aux relations avec les partenaires. Quand est-ce que c'est le conseil, les membres du conseil qui prennent la parole? Quand est-ce que c'est la direction qui s'exprime? Réseaux sociaux, ça fait partie des communications. Qui prend la parole sur les réseaux sociaux? Développement de capital, ça fait probablement partie de vos finances. Mais, heu, c'est très important d'articuler, d'écrire une politique et de faire des vérifications régulières. Les membres du conseil d'administration doivent s'assurer que tous les membres agissent en bonne foi, que les membres du conseil d'administration sont obéissants, obéissantes, obéissent aux politiques. Donc si vous écrivez quelque chose, dans une politique, vous devez agir de façon conforme. Cohérente à ce qui a été rédigé. Est-ce que ça aide à répondre à votre question? C'est une très bonne question, merci. Oui, je pense que ça répond à la question, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pressantes? Est-ce qu'il y a une question, qui serait pertinente en ce moment? Donc on parle du plan stratégique, du rôle stratégique du conseil. Je vais aller dans la boîte de clavardage pour regarder. Est-ce qu'il devrait y avoir des cartables séparés pour, les membres du personnel, l'équipe et les membres du conseil d'administration? Ou est-ce qu'il y a des politiques qui se chevauchent? Oui, OK, les politiques. Grande question. J'ai rédigé de nombreuses politiques pour des organismes. Si on pense au papier, un cartable papier, bon, qu'est-ce qu'on mettrait dans ce cartable papier? Bon, ce fichier électronique, c'est important d'avoir une série de politiques qui concernent le conseil d'administration. En général, ce sont des politiques qui s'appliquent partout dans l'organisme. Et oui, elles sont interreliées et souvent les exigences législatives, les politiques antidiscrimination, anti-harcèlement, anti-violence,
en font partie. Vos politiques en matière d'équité, le code de conduite, les politiques de conflit d'intérêts, de confidentialité. Ce sont des politiques qui s'appliquent à tout le monde. Et ça, c'est tout un ensemble de politiques. Tout le monde dans l'organisme en a pris connaissance, connaît le contenu, mais elles s'appliquent parfois différemment. Donc, il y a peut-être une partie dans la politique qui dit pour les membres du personnel ou pour les membres du conseil d'administration. On et à part, on a une série de politiques qui s'appliquent au conseil d'administration, comment recruter les membres, comment les orienter, comment, développer nos connaissances, nos compétences, comment évaluer, le travail des membres du conseil, comment, organiser et animer les rencontres du conseil d'administration, comment prendre des notes, comment mettre fin à l'engagement d'un membre du conseil d'administration. Ensuite, on a toutes les politiques, opérationnelles, donc relatives aux activités et ici, ça fait partie, par exemple, des ressources humaines, les programmes, la prestation de services, assurance qualité. Ensuite, il y a les, limites exécutives, je viens d'en parler. C'est un peu le pont entre, le conseil d'administration et la direction générale et elles expliquent ces restrictions, expliquent, un peu le cadre qui est établi pour l'organisme. Donc, il y a beaucoup de politiques, mais elles sont, reliées à des parties spécifiques de l'organisme. Je regarde une question. Avoir un plan stratégique, élaboré par des personnes qui ont de l'expérience. Je ne suis pas sûre si c'est une question ou une affirmation. Ah, il y a d'excellentes questions ici. D'autres questions dans la boîte de questions-réponses? Oui, nous avons quelques questions au sujet de... Ah voilà, une question. Quand est-ce que la direction générale devrait-elle devenir euh, PDG? Présidente, directrice générale, président, directeur général. La direction générale et le rôle de PDG sont deux postes où les personnes sont responsables de l'organisme. Donc, président, directeur général ou direction générale, les plus grands organismes souvent ont un PDG, une PDG. Les plus petits organismes ont une direction générale. Quand on parle de président, de présidente, c'est la présidence du conseil d'administration. Si la personne qui a posé la question veut clarifier la question. Bonjour, Mildred Jamimia. La question, quand est-ce que la direction générale devrait-elle devenir PDG? Moi, je suis directrice générale et fondatrice. Je m'occupe de l'entreprise depuis 5 ans et nous sommes sur le point d'embaucher des gens. Et le conseil d'administration, c'est un poste non rémunéré. Et il y a peut-être des membres du conseil d'administration qui aimeraient être payés à l'avenir et pourraient jouer le rôle, prendre le poste de direction générale. Donc, c'est ma question. Comment est-ce qu'on peut faire cette transition? OK, je comprends. On revient aux politiques. Pourquoi les politiques sont-elles importantes? Vous devez agir en toute bonne foi et faire très attention aux conflits d'intérêts ici. Faire attention aux risques et à la perception des partenaires, des parties prenantes. Donc, si vous avez un conseil d'administration et vous travaillez fort sur la viabilité de votre organisme et finalement, vous pouvez embaucher quelqu'un, il y a des membres de votre conseil d'administration qui pourraient être d'excellents candidats, c'est super, mais il doit y avoir des consignes très claires dans les politiques par rapport à cette transition. Par exemple, je ne vais pas vous dire exactement, bon, quoi faire, une recette, mais il faut probablement avoir une politique qui dit un membre du conseil d'administration doit d'abord démissionner du conseil, être à l'extérieur de l'organisme, prendre cette distance pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, avant de pouvoir poser sa candidature pour un poste au sein de l'organisme. Et ensuite, il doit y avoir un processus d'embauche transparent. Voici le poste, voici les qualifications requises.
Voici ce que nous cherchons par rapport à l'expérience, les compétences, la scolarisation et voici le processus d'embauche. Encore une fois, il faut agir avec intégrité, de façon transparente et équitable pour que peu importe de qui surveille vos activités, les bailleurs de fonds, membres de la communauté, d'autres membres du conseil d'administration, il faut que ce soit très clair. Alors peut-être les choses vont aller comme vous le souhaitez, mais c'est le processus qui a été respecté. Merci beaucoup pour cette excellente explication. Alors, ça veut dire que nous allons devoir développer des politiques pour rehausser et rendre plus fort notre organisation. Y a-t-il d'autres questions? Alors, quelles mesures pourraient être déployées pour pouvoir défaire le système existant? Alors, peut-être c'est un avocat présentement. Je pourrais vous revenir dans 2 semaines. Alors, j'ai pas beaucoup de renseignements. Est-ce que c'est parce que le CA n'est pas en train de fonctionner ou c'est parce que l'organisation est en train d'être dissolue? Alors, ça, c'est un processus juridique et vous aurez besoin de travailler avec le gouvernement provincial ou fédéral. Ça va dépendre où vous avez été incorporé. Le CA, c'est un petit plus complexe. Est-ce que le CA n'est pas fonctionnel? C'est une déclaration assez lourde ou est-ce que c'est des membres du CA qui ne respectent pas leurs obligations? À nouveau, ça nous ramène justement à notre code de conduite, nos politiques. Voici les conséquences si vous ne respectez pas le code de conduite et vos obligations, s'il y a un conflit d'intérêts. Et si vous n'êtes pas en train de respecter la confidentialité. Et normalement, c'est le président ou le vice-président de l'exécutif qui ferait un suivi de la conduite des membres du CA pour s'assurer que tout le monde est en train de respecter le même mandat et qu'ils sont conformes avec les politiques du CA. Alors, je ne sais pas si le CA ne fonctionne pas. Ça semble être une déclaration assez forte. Alors, j'espère que vous êtes offert un petit peu plus de renseignements. Mais si vous l'aimez faire un suivi avec moi en parallèle, on pourrait faire cela. Ils ont fait un petit peu plus de contexte. Ils ont mentionné que c'était plusieurs membres du CA. Alors, je pense que c'est une question qui vise à plus défaire le CA. Si l'organisation de démanteler, parce qu'il y a une responsabilité d'avoir un CA, puis on doit avoir un CA qui est en place pour offrir au moins cette gouvernance fiduciaire et ultimement de pouvoir en train d'être œuvré comme un CA solide. Alors, je pense que c'est toutes les questions qu'on avait à date. Super. Alors, je vais continuer avec ma présentation. Nous avons déjà parlé de la gouvernance stratégique. Ce serait super pour ceux et celles qui aimeraient nous parler de leurs pratiques exemplaires. Est-ce que quelqu'un aimerait partager comment vous élaborez vos plans stratégiques? Est-ce qu'il y a un processus en place? Et comment veuillez-vous assurer que ça se fait correctement? Est-ce qu'il y a des pratiques exemplaires que vous aimeriez partager en matière de suivi, surveillance, des politiques et autres? Alors, il y a des mains levées. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Et allez-y. On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super.
En matière de l'évaluation des besoins, on commence avec ce point, c'est notre point de départ avec la communauté pour déterminer quels sont les besoins. Et selon les réponses, le CA par la suite se réunit pour examiner qu'est-ce qui fonctionne pas et, et quelles devraient-ils être les priorités. Alors, comment décerner les priorités? Une fois que nous identifions les thématiques qui ont été soulevées lors de l'évaluation de besoins, alors on va identifier les éléments qui sont plus urgents, moins urgents. On fera prioriser sont nos forces, quelles sont notre capacité. Alors, on examine la capacité à l'interne et à l'externe. Et par la suite, on priorise notre travail de cette manière. Dans notre cas, alors la santé mentale et la violence entre partenaires intimes était quelque chose transversal. C'était une priorité transversale. Alors, une fois que vous avez établi votre politique, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous assurez ou comment est-ce que vous mesurez l'impact de la politique? Non, ça, c'est un point permanent lors du jour du CA. Excellent. Judith, vous siégez auprès de quelle organisation? On est à Ottawa. Merci beaucoup. Ah, je vois j'ai vu Kay, la question que vous avez posée. Est-ce qu'il y a une politique universelle qui éclaire le positionnement des CA? Lorsque vous parlez universel, chaque organisation devrait avoir une politique en matière des mandats. Lorsque j'ai travaillé avec certaines organisations, ils ont un mandat de 3 ans, puis par la suite, ils doivent démissionner pendant 2 ou 3 ans avant de revenir. Des fois, les organisations permettent les gens d'abandonner leur poste pour qu'ils reviennent pendant un troisième mandat, mais c'est assez rare. Et je dirais, que les organisations visent un équilibre de personnes qui connaissent l'organisation et peuvent offrir leur vécu et leur savoir côte à côte avec des nouvelles personnes peuvent apporter une autre optique. C'est pas universel, mais ça fait partie de la politique de gouvernance du CA et c'est très important de déterminer votre mandat. Et un grand nombre d'individus ont nommé la relève dans le sondage. C'est très important de faire une planification de la relève parce que vous savez qu'il y a 3 personnes ou 3 membres de l'OCA qui vont devoir abandonner leur poste à titre de membre du CA. Alors, comment est-ce qu'on va s'y attaquer à ce moment-là ou en amont? Nous avons une autre question de Rafael. Comment on peut rehausser une gouvernance plus fondée sur l'équité lorsqu'on fait face à une immigration en constante évolution? Ré- Réponse. Alors, quelle est la pression auquel vous faites face? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train d'empêcher l'ECA à développer sa capacité de gouvernance? Alors, qui a posé la question? Pourriez-vous nous donner un petit peu plus de contexte? Mon anglais n'est pas très bon, alors je peux parler en français.
Alors, je vais essayer de m'exprimer en anglais. Nous avons plusieurs clients et nous avons plusieurs nouveaux clients que sont des nouveaux arrivants et immigrants. Et nous n'avons pas un grand nombre de processus pour leur aider. Au sein de Rafio, nous avons plus de volontaires. C'est très difficile d'impliquer des volontaires. C'est toujours une question pécuniaire. Nous avons beaucoup de demandes, mais nous n'avons pas assez de ressources pour les desservir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces types de situations? Alors, c'est une question de gouvernance en matière de pouvoir rehausser la gouvernance du CA. C'est, c'est vraiment une question d'accroître la capacité des ressources de votre organisation. De cette manière, vous êtes capable de répondre aux besoins de votre communauté. Je vais permettre à Adèle à prendre la parole. Alors, je suis francophone. Je vais essayer de m'exprimer en anglais. Si vous n'êtes pas capable de comprendre mes questions, je vais m'exprimer en français. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient s'exprimer en français, pour ceux et celles qui ont besoin d'accéder à l'interprétation, veuillez cliquer sur le globe inférieur de votre Zoom. De cette manière, vous allez pouvoir accéder à l'interprétation vers l'anglais. Alors, Sonia, vous pouvez aller sur le bouton d'interprétation. De cette manière, vous allez pouvoir entendre l'interprétation simultanée. Alors, c'est sur le globe interprétation. Si vous cliquez sur More, vous allez voir le globe et de cette manière, vous allez pouvoir choisir votre langue de préférence. Alors, je ne vois pas de globe. Est-ce que vous voyez le bouton More? Il devrait avoir un globe et de cette manière, vous allez pouvoir accéder à l'interprétation. C'est la deuxième. Alors, pas dans le QR. Alors, c'est un globe qui apparaît dans la barre inférieure de votre écran de Zoom. C'est bizarre. Désolé. Alors, on va faire de notre mieux. On va trouver une solution. Adèle, on va essayer de répondre à votre question avant la fin de votre séance. D'accord? Merci, Isabelle. Alors, la question que j'avais était la suivante. Alors, je vis au sein d'une communauté rurale dans Castleman, dans l'Est de l'Ontario. Nous desservons les nouveaux arrivants pour les nouveaux arrivants francophones dans des régions rurales. Alors, un grand nombre des volontaires. Donc, c'est très difficile pour nous de garantir l'imputabilité, le conflit d'intérêts. Quelle stratégie pourriez-vous me recommander? Parce qu'ils sont, comment est-ce que je peux garantir, m'assurer que mes politiques vont être, pourraient utiliser les mêmes politiques au sein d'une autre organisation? Et je perds justement cette authenticité. La communauté est assez petite, c'est pas facile de
de trouver des volontaires. En premier lieu, pour moi, c'est important le partage. On est une petite organisation, nous n'avons pas beaucoup de capacités. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord en matière de partage de ressources et pour éviter les doublons? Alors, si j'ai un modèle d'un projet, je pourrais le partager avec vous, mais ça doit être ajusté à la réalité de votre organisation parce que votre organisation est unique. Alors, bien sûr, on encourage les OBNL à partager des modèles. On doit combiner nos ressources pour éviter les doublons, pour éviter justement de ne pas se pencher sur la prestation de services. Et y a-t-il une manière de rassembler les organismes pour qu'ils puissent se rassembler et de convenir sur les éléments qu'ils vont partager? Ça, c'est un point. En matière des membres du CA, ça nous ramène à la question des politiques. Alors, les membres du CA sont responsables pour, euh, pour assurer ou éviter les conflits d'intérêts et assurer la vie privée. C'est très important que les membres du CA approuvent cela, mais qu'ils comprennent ces politiques. C'est des éléments qui doivent être respectés aussi avec le conflit d'intérêt. Si vous croyez que vous êtes dans un, même si c'est un soupçon de conflit d'intérêt, vous avez besoin d'examiner la question pour le mettre au clair. C'est la raison pour laquelle on peut assurer l'imputabilité des membres du CA. Vous êtes en train de rassembler deux enjeux ensemble. Et la deuxième question, touchait plus sur la gestion des capacités restreintes dans les petites collectivités rurales. J'ai travaillé à Toronto et dans les autres régions rurales. C'est très important de pouvoir étirer nos sous et nos temps en raison des capacités restreintes. Je suis en train d'examiner les questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage. Comment on peut assurer l'implication des membres du CA? Comment ils vont respecter le plan stratégie? C'est une excellente question. Peut-être, vous avez passé beaucoup de temps, comme tellement mentionné par un participant, mentionné, si on vous préparait tous les documents, les renseignements, l'établissement des priorités. Lorsque je suis en train de modérer une séance de planification stratégique, un élément que je dis en amont, c'est que c'est pas mon plan, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. On n'est pas en train de faire ceci pour des raisons ludiques. Les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, c'est des décisions qui nous encombrent à tous et on doit assurer leur réalisation. Ça, c'est vraiment l'engagement que nous avons conclu. On va faire une levée des fonds en se fondant sur ce plan stratégique. C'est la manière dont que le CA va développer son expertise et c'est fondé sur ces domaines. Alors, c'est important de toujours mentionner le plan stratégique lors des réunions du CA. De cette manière, personne perd de vue le plan stratégique. Ça permet cet encadrement. C'est pas quelque chose qui peut se faire d'un jour à l'autre. C'est toujours une question de pratique. On prépare notre plan, puis chaque trimestre et des fois chaque mois, c'est si le CA est prêt de développer cette discipline, alors on ramène le plan à la table. Puis un rapport, est-ce que ça peut être un rapport, une synthèse? Alors, nous avons travaillé sur ce domaine. Puis de cette manière, le plan stratégique, il n'est pas perdu de vue et on assure vraiment cet encadrement. Puis tout le monde est imputable, c'est-à-dire au sein du CA. Je crois que est-ce que vous avez besoin de publier votre rapport de l'AGA sur votre site Web? Je pense que vous avez besoin de publier un rapport annuel sur votre site Web. Alors, ce n'est pas une règle, mais c'est une question de penser à vos responsabilités fiduciaires et d'être transparent et d'être une organisation qui fait preuve de confiance. Comment on va faire ces éléments? Alors, on fait cela de pouvoir en publiant nos déclarations financières, nos états financiers, nos cibles, nos priorités, notre progrès et d'être le plus transparent possible parce que
parce que les gens comprennent qu'est-ce que cette organisation est en train de faire, et leurs bottines suivent leurs babines, puis je veux m'impliquer. Alors, c'est une manière de pouvoir habiliter la réussite de votre organisme. Quoi d'autre? Est-ce que nos politiques doivent être alignées avec les politiques de la ville? Ça va dépendre. Ça va dépendre du contrat que vous avez avec la ville. À titre d'exemple, j'avais travaillé avec un grand nombre de centres pour lutter contre l'itinérance, les abris. Ils reçoivent des fonds de la ville. Alors, ils doivent conclure, ou pas nécessairement conclure, mais ils doivent indiquer qu'ils vont respecter les politiques en matière d'anti-harcèlement et autres. Alors, ça veut pas dire que tous vos politiques doivent s'arrimer avec celles de la ville, mais vous devez vous assurer que lorsque vous êtes en train d'élaborer vos politiques antidiscriminatoires et de contrôle de qualité, il doit avoir un, un arrimage et non un décalage entre les deux. Alors, c'est important d'avoir ses propres politiques et pas en train de faire un copier-coller. Alors, une politique en matière d'antidiscrimination qui est plus, qui est beaucoup plus affirmée. Alors, l'énoncé de politique, peut-être on ne tolère pas la discrimination, l'harcèlement, on ne tolère pas le racisme et toute action pourrait être assujetti à des conséquences et même au congédiement. Alors, ça, c'est une chose, mais par la suite, ce sont déploiements. C'est vos protocoles et vos procédures qui vont vous permettre de pouvoir déployer votre politique. Parce que lorsque je fais la rédaction d'une politique, bon, voici le document et par la suite, on doit se décider comment on va le déployer à l'échelle organisationnelle. Et surtout, la politique antidiscriminatoire va avoir une incidence sur d'autres politiques. Alors, vous avez besoin d'un cas plus robuste si vous avez juste une politique de gestion de risque, ainsi vos politiques organisationnelles qui vous assurez qu'il y a un arrimage. Alors, la confidentialité. Mildred, j'essaie de comprendre votre question. Les renseignements personnels, notamment dans le secteur de la santé, c'est toujours protégé confidentiel. Lorsque je parle de démontrer les répercussions par le biais de vos cibles, ça comprend. Alors, je travaille avec une banque alimentaire. La faim est à la hausse au sein de nos communautés et ils ont besoin de de répondre à cette demande. Ils ont desservi 1000 personnes cette année, puis l'année prochaine, ils vont desservir 1200. Ça, c'est une cible parce qu'ils sont en train de rejeter les gens au quotidien. Lorsque je parle de démontrer votre impact, vous avez besoin de faire un suivi. Il y a aussi les qualités. C'est pas simplement une question de desservir les gens. On veut pouvoir desservir les, des bons aliments qui ils sont culturellement appropriés. Alors, cette année, par exemple, nous avons des aliments qui répondent à cette norme. Cette année, on aimerait que ça réponde à cette norme. Et par la suite, vous allez faire un rapport d'état. Alors, c'est justement ces aliments à haut contenu protéinique, c'est frais, etc. C'est pas vraiment une question de signaler ou de communiquer les renseignements personnels d'une personne. C'est d'avoir une approche de ce genre. Nous avons une question qui a été posée par Patrick Bing. Alors, ils ont des enjeux de recrutement. Ils ont lancé des candidatures, des appels d'offres. Alors, comment est-ce que ça pourrait changer votre approche? C'est une excellente question et c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle certaines organisations ont des mandats plus longs. Peut-être c'est 3 mandats pendant 4 ans, c'est 12 ans. Alors, si les gens s'écartent pendant un an, c'est un peu plus long.
l'organisation que j'ai mentionnée font face à des difficultés de recrutement, notamment de jeunes. Ça revient justement d'avoir des politiques, et des procédures du CA, les bons comités du CA. Et ça nous amène le comité de recrutement qui est responsable pour le recrutement des membres du CA, la formation du CA, le développement du CA et notamment comment on peut attirer des nouveaux volontaires qui sont plus jeunes. Alors, ils se tournent vers les universités, les cégeps et les limites d'âge des membres des CA, oui, l'horaire pour permettre la participation des plus jeunes. Il y a différentes pratiques qui peuvent être envisagées pour pouvoir attirer des différents types de personnes au sein de notre CA et de pouvoir trouver un équilibre entre la durée d'un mandat et l'intégration de des nouveaux joueurs au sein de l'organisation. Alors, je me demande si je devrais continuer avec ma présentation et de cette manière, on va pouvoir passer aux questions à la fin. Merci beaucoup pour ce partage de questions, d'idées, de stratégies, comment vous êtes en train d'élaborer vos stratégies. Maintenant, on va passer au sujet suivant, la gouvernance générative. C'est une composante du modèle qui est le plus différent au sein des organisations. C'est pas quelque chose qui va prendre en compte de leur travail à titre d'un CA ou membre du CA. Ça veut dire quoi exactement la gouvernance générative? Vous avez parlé de vos environnements qui sont complexes, qui sont difficiles et c'est pas toujours facile de répondre aux besoins et d'atteindre votre vision lorsque vous n'avez pas assez de ressources pour y faire, y compris les ressources financières. Alors, la composante de notre modèle de la gouvernance générative nous demande de s'écarter davantage des opérations pour pouvoir considérer ou envisager l'avenir et quelles sont les organisations à saisir auprès de l'organisation lorsqu'on envisage notre avenir. Ah, voici les questions clés. C'est pas simplement une question du plan stratégique ou les priorités pour nos organisations et pour la communauté. Ça va au-delà de ce. Alors, qui aurait pu prévoir COVID? Alors, on doit toujours se demander que va-t-il se passer ensuite? Ça, c'est la manière dont on peut se poser des questions. Alors, quels sont les méconnus? Quelles sont les questions qu'on s'est même pas posées? Quelles sont les nouvelles possibilités? Alors, c'est une autre manière de réfléchir et c'est une manière de pouvoir se préparer pour l'avenir. Et nos communautés sont l'avenir. Lorsqu'on parle de notre triangle, le côté de la fiducie, de la gouvernance générative, lorsque vous avez une réunion de 2 heures avec le CA, vous devrez viser d'avoir des créneaux alloués à chacune de ces responsabilités qui incombent du CA lors de les réunions du CA. Vous voulez passer 45 minutes sur les questions fiduciaires. Vous recevez toute la documentation, ça fait partie de votre cartable du CA. Vous pouvez faire sa lecture en amont, vous pouvez adopter les points sur les points permanents à votre ordre du jour assez rapidement. Et par la suite, vous allez examiner votre plan stratégique, votre rapport de rendement pour voir comment vous progressez. Et peut-être justement, ça va être 45 minutes. Et vous allez avoir une composante générative qui comprend peut-être un atelier qui sera offert par un expert vis-à-vis le travail que vous êtes en train de faire, les tendances au sein de la communauté. De cette manière, à titre de CA, vous comprenez qu'est-ce qui se passe au sein de votre environnement et c'est une manière de pouvoir examiner chacune de ces questions et vous devrez avoir des créneaux alloués dans votre hors du jour. Et ça aide aussi avec le recrutement parce que pas tout le monde veut se pencher sur des rapports de gestion de risque et des états financiers ou des rapports d'impact. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus visés sur l'organisation. Alors, comment on va fonctionner à cette organisation au cours des prochains 10 ans? Alors, quels sont les besoins de la communauté d'ici 10 ans? Donc, la gouvernance générative, c'est réfléchir aux enjeux, aux défis, essayer
de puiser dans l'expérience et la sagesse collective, fait que les membres peuvent contribuer, avoir des conversations difficiles, essayer de comprendre les causes, la racine des problèmes. Si, par exemple, on a du mal à recruter des bénévoles, on peut dire, ah, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Mais est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle c'est difficile? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à rendre notre organisme attrayant pour les personnes de 20 ans, par exemple? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à rendre notre travail attirant pour des mères qui prennent soin de leur famille? Donc, il faut se poser des questions un peu différentes par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Il faut avoir le temps pendant les rencontres d'avoir ces conversations. On ne peut pas attendre chaque 5 ans à la rencontre sur le plan stratégique. Il faut le faire de façon régulière. Donc, qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous avez ce type de discussion critique? Est-ce que vous avez des retraites une fois par année, 2 fois par année, où vous réfléchissez à des questions, où vous cherchez de nouvelles idées? Est-ce que vous prenez du temps à chaque rencontre pour réfléchir à un enjeu, peut-être? Est-ce que vous savez ce qui s'en vient dans votre organisme? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va transformer votre façon de fonctionner? Comment est-ce que les perturbations mondiales qui touchent tellement de personnes à l'échelle internationale et dans nos communautés, comment ces transformations vont-elles avoir un impact sur vos organismes? Peut-être que vous parlez simplement des questions opérationnelles. Donc, quand je travaille avec les organismes, qui veulent plonger dans cette partie du travail, je leur suggère, par exemple, de prendre 20 minutes par rencontre du conseil, choisir une question et l'aborder. Donc, voici une série de questions auxquelles vous pouvez réfléchir. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que nous devons arrêter de faire? Dans 10 ans, dans 10 ans, avec le recul, qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement, 10 ans plus tard? Est-ce qu'il y a des choses que nous disons que nous faisons, mais que nous ne faisons pas vraiment? Si nous pouvions fusionner avec un organisme ou avoir un partenariat ou acheter un autre organisme, qui serait cet organisme? Il y en a une que j'ai retirée. Si j'avais 20 ans et je participais à ce conseil d'administration, qu'est-ce que je dirais? À quoi je penserais? Si j'étais le conseil d'administration d'un organisme à but lucratif, est-ce que je ferais les choses autrement? Donc, ce sont des questions un peu épineuses, des questions qui nous déstabilisent, mais qui peuvent aider nos organismes. Je reviens un peu en arrière. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, merci. J'aimerais ajouter à ce que vous dites au sujet de la gouvernance générative. Je crois qu'avec le temps, de nombreux organismes vont se retrouver dans une situation où ils pourraient transformer leur approche par rapport à leur raison d'être initiale. Les temps changent et nous devons, si nous travaillons seulement vers nos objectifs initiaux, peut-être qu'avec le temps, ces objectifs vont se transformer. Par exemple, nous sommes là pour combler une lacune par rapport à la communauté immigrante de l'Amérique latine, mais il y a de nombreux changements dans les programmes offerts et dans les besoins et nous constatons qu'il y a de nouvelles occasions à saisir. Les gens peuvent obtenir leur statut d'immigration autrement ou leur situation change. Donc, avec le temps, nous croyons que nous pouvons travailler autrement parce que les besoins initiaux, la lacune, le vide qu'on voulait combler va éventuellement se combler. Et nous allons devoir modifier notre structure pour continuer à être en activité. Nous pouvons aussi nous fusionner à d'autres organismes et avoir de nouvelles raisons d'être, répondre à de nouveaux besoins.
J'aimerais répondre à la question au sujet du bénévolat. La personne qui disait avoir du mal à recruter des bénévoles, nous sommes dans la situation contraire. Nous avons énormément de bénévoles, nous avons beaucoup de chance. Et c'est parce que je crois que les gens voient l'impact de nos activités. Les gens voient que nous répondons à leurs besoins, que nous les desservons et les gens se disent, OK, moi, je veux faire partie de ce travail. Les gens sont motivés et c'est vraiment par bouche à oreille. On a beaucoup de bénévoles qui se joignent à notre organisme. Et il y a un moment où on avait 90 bénévoles qui étaient prêts à participer. Donc, peut-être montrer aux gens exactement ce que vous faites, les impacts de votre travail. Quand vous leur offrez des services, vous pouvez leur demander s'ils ont envie de faire partie de l'organisme. C'est une autre façon de... En tout cas, nous, c'est une façon de recruter des bénévoles chez nous. Merci. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez abordé des choses différentes, très importantes. D'abord, il semblerait que votre organisme est critique, a des réflexions critiques. Vous êtes conscient de votre rôle, votre mandat, et ça, le rôle n'est jamais statique. Votre rôle change au fil du temps. Mais souvent parce qu'on est très occupé, parce qu'on n'a pas de capacité, qu'on a dépassé, on n'a pas la possibilité de faire ce genre de réflexion et d'être ouvert aux changements qui sont nécessaires au sein de nos organismes et nos communautés. Cette réflexion Ces réflexions n'ont pas lieu magiquement, par magie. Il faut prendre le temps au sein des conseils d'administration d'avoir des conversations de façon structurée. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir, l'utilité d'une retraite en conseil d'administration. Moi, je travaille dans une communauté depuis plusieurs années et je ne suis pas liée aux organismes. Je suis liée aux personnes, aux communautés et à l'idée de servir, d'être utile. Et des organismes peuvent être utiles pour une période de temps et peut-être qu'il faut que ces organismes évoluent et fassent les choses autrement parce que les besoins changent, les communautés changent. Vous avez parlé de partenariat. Comment être peut-être plus efficace en travaillant de façon stratégique avec les membres de la communauté pour vraiment répondre aux besoins communautaires. Donc, vous avez soulevé des questions très importantes. Merci. Nous avons une question de Rina Lou dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous voulez en parler directement, Rina? Ou sinon, nous pouvons lire votre question. Allez-y, vous pouvez lire ma question. Merci, Isabella. Parfait. Donc, Rina demande combien de personnes recommandez-vous sur un conseil d'administration? Parce que les membres du conseil d'administration souvent deviennent épuisés et perdent un peu la motivation parce qu'ils n'ont pas de rémunération, pas de compensation. Parce que souvent, ils font des tâches au sein de l'organisme. Donc, comment conserver la motivation? Comment retenir les membres du conseil d'administration? Ce serait intéressant d'entendre Rina parler un peu plus de sa question. Les membres de votre conseil d'administration doit être fonctionnel. En général, on a entre 10, 12, 15 personnes sur un conseil d'administration. 15, c'est beaucoup parce qu'il faut les gérer, les coordonner si on veut que le conseil soit efficace. Encore une fois, il faut avoir des politiques solides, il faut faire du développement, faire du suivi. Quand vous parlez des activités, quand vous dites que les membres réalisent des tâches au sein de l'organisme, par exemple, moi, j'ai travaillé avec un organisme et puis j'essayais de faire la transition des activités à la gouvernance. Et pour ce faire, il faut que les équipes travaillent sur euh, les revenus, sur le capital, sur les ressources, sur les relations publiques, les liens avec les parties prenantes. Par contre, de nombreux membres du conseil d'administration sont aussi bénévoles au sein de l'organisme et viennent 2 fois par semaine pour faire du travail avec les clients, par exemple. Et ensuite, on a des problèmes de rétention
au sein du conseil d'administration, mais évidemment, parce que si les membres du conseil d'administration sont aussi bénévoles, ils ont comme un double rôle. Donc, il faut choisir où les bénévoles doivent investir leur temps. Si nous, tous ces rôles de bénévoles peuvent être très intéressants, très attrayants. C'est intéressant de faire partie d'un conseil d'administration, mais la description du rôle doit être claire. Les gens doivent bien comprendre ce qui est attendu d'eux. Et en retour, l'implication est satisfaisante et c'est une bonne façon de retenir les gens. Est-ce que vous avez demandé aux bénévoles quelles sont leurs compétences, leurs intérêts, leurs aspirations? Parfois, les gens sur les conseils d'administration ne font pas ce qui les intéresse. De siéger sur un conseil d'administration, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a de nombreuses personnes qui préfèrent être sur le terrain, en première ligne, offrir des services, faire vraiment du travail avec la clientèle. Donc, il faut être clair au moment de recruter les membres du conseil d'administration quant au travail qu'ils vont accomplir. Il y a des organismes qui ont des plus petits conseils d'administration, 6 personnes par exemple. Merci beaucoup, Sonia. Sonia, nous avons encore une question. Je m'appelle Serena Lou. Je représente une société qui travaille, un organisme qui travaille avec la communauté chinoise. C'est un organisme populaire de base. J'ai une autre question. Vous dites, vous parlez de recrutement des membres du conseil d'administration, mais lorsqu'on recrute les membres, il faut éventuellement voter euh, euh, pour les membres du conseil pendant l'Assemblée générale. Et si les membres ne, si les membres ne connaissent pas le membre recruté, le candidat recruté, comment vont-ils voter pour cette personne? Si on recrute un membre de l'extérieur de la communauté, est-ce que la personne va bien s'intégrer à l'équipe? Donc, on revient aux politiques encore une fois. Statut et règlement. Est-ce que la durée des mandats doit également être dans les politiques? Les statuts et règlements et les politiques du conseil d'administration peuvent être semblables, peuvent se refléter les unes les autres. Donc, en tant que conseil d'administration, vous avez différentes options par rapport à la composition du conseil. Vous pouvez avoir un conseil d'administration très ouvert, très démocratique, avec peu d'obstacles. Vous pouvez inviter les gens à venir à l'Assemblée générale, lever la main, voter pour le conseil. C'est très difficile pour un conseil d'administration de s'assurer d'avoir la qualité des membres dont il a besoin. Si votre processus est un processus très inclusif, très ouvert, où les gens ne font que voter, vous avez le pouvoir d'établir des règles de recrutement. Donc, peut-être que la prochaine étape pour vous, si vous vous dites, ah non, on ne peut pas contrôler la qualité du conseil, on ne peut pas s'assurer d'avoir la qualité dont a besoin notre communauté, vous soumettez une application, les gens doivent répondre à des questions dans un formulaire d'application. Il y a une entrevue. Si vous passez l'étape d'entrevue, nous ajoutons votre nom. Désolée, je ne me souviens pas du nom, mais euh, votre nom est ajouté à une liste de candidats potentiels considérés par des candidats pour lesquels les membres de l'organisme peuvent voter. Si le conseil est à l'aise avec le candidat, la candidate, le conseil approuve d'abord les candidats-candidates et ensuite les membres les choisissent. Donc, vous faites un premier tri, vous préapprouvez la liste de candidatures et ensuite les membres votent à l'Assemblée générale. Vous ne serez pas complètement sûr de savoir qui sera élu, mais vous êtes à l'aise avec tous les candidats-candidates. Il y a des conseils d'administration, il y a des organismes qui ont un membership fermé.
Ça, c'est l'autre extrême, complètement. Ça veut dire que les membres du conseil d'administration sont les membres. Ce sont les seuls membres de l'organisme. Et ce sont ces membres qui votent qui votent au sujet des membres du conseil, qui apportent les changements au statut règlement. Donc, il n'y a pas de représentation communautaire, il n'y a pas de représentant de la communauté. Et de nombreux organismes ont choisi d'avoir un membership fermé. À mon avis, c'est correct. Par contre, si vous êtes un organisme communautaire, le conseil d'administration doit avoir une bonne participation communautaire, des bonnes politiques, des bonnes structures, des bons systèmes, des comités consultatifs, des processus d'engagement. Parce que sinon, le conseil risque de fonctionner d'une façon trop séparée de la communauté. Donc, vous avez différentes options en tant que conseil d'administration. Vous pouvez absolument présélectionner qui sera candidat aux élections pour le conseil d'administration. Merci. Il y a une autre personne qui a levé la main? Judith, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc, pour un des conseils que vous décrivez, nous, pour l'instant, nous avons ce type de membership, un membership fermé pour l'instant. Nos statuts règlements sont très stricts par rapport à l'équilibre entre les genres. Si nous avons un homme qui veut joindre le conseil d'administration, nous devons nous assurer d'avoir des femmes. Ce que nous faisons, c'est que nous intégrons les gens de façon très progressive. Si nous voulons intégrer quelqu'un pendant l'année, donc avant l'Assemblée générale, est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan technique que nous pouvons faire, dire nous intégrons quelqu'un de façon informelle et la personne sera intégrée de façon formelle à l'Assemblée générale? Dans votre politique de recrutement, ce sera écrit différemment selon l'organisme, mais en général, il y a une clause qui dit s'il y a un poste à combler sur le conseil d'administration, une personne peut être intégrée à mi-mandat. Le conseil d'administration l'approuve par principe et la personne est ensuite approuvée officiellement lors de l'Assemblée générale suivante. Tant que vos politiques et vos statuts règlements l'affirment, vous pouvez le faire. Ça répond à votre question, Judith? Oui, merci. Il y a une question au sujet du financement d'une retraite de conseil. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question, mais quand je parle d'une retraite pour le conseil d'administration, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous organisez des moments à l'extérieur des rencontres du conseil d'administration pour réfléchir à des enjeux? Si vous vous rencontrez une fois par mois, 4 fois par année, le soir, par exemple, est-ce que vous avez aussi d'autres moments, un samedi par année, toute la journée, par exemple, pour réfléchir à certaines de ces questions, les questions qui sont affichées à l'écran, ou pour parler d'un enjeu communautaire important, ou pour faire du développement professionnel, pour acquérir de nouvelles compétences, pour réviser vos politiques? C'est de ça que je parle quand je parle de retraite de conseil. C'est prendre un peu de recul du travail quotidien pour faire quelque chose de différent. Personne n'est payé pour y être. C'est quand même un travail bénévole, le conseil d'administration. Avec un peu de chance, vous êtes dans un bel espace, vous avez de la bonne nourriture, mais c'est de ça que je parle quand je parle de retraite. Sonia? Euh, petite mention du temps, il vous reste 10 minutes. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais passer à la dernière diapo, où je vais vous parler de ce dont on va parler la prochaine fois, mais je veux m'assurer de répondre à toutes les questions
pour le moment. Je vais faire un petit récapitulatif de la séance d'aujourd'hui et puis on va voir où on en est par rapport à vos questions. Par rapport à la séance d'aujourd'hui, on a parlé d'un modèle de différents modèles de gouvernance. Je sais que vous avez différents types d'organismes. Il y en a qui sont plus structurés, il y en a qui sont plus basés sur les activités, sur les bénévoles. Vous avez des systèmes en place. Le modèle peut, si on regarde nos rôles en tant qu'administrateur, directeur d'organisme, peu importe le type du conseil que vous avez une responsabilité fiduciaire. Vous devez mettre en place des structures et des processus qui vous permettront de mener à bien vos activités. Ça fait partie de votre travail. Vous avez une responsabilité sur le plan stratégique. Vous devez vous assurer de mettre en place des systèmes et des structures qui vous permettront d'accomplir votre travail sur le plan stratégique. Et le troisième rôle du modèle de gouvernance est le rôle génératif. Et je pense que vous avez peut-être vu aujourd'hui, en tout cas, de mon point de vue, que vous avez des rôles très puissants. Vous êtes des leaders communautaires et vous pouvez faire votre travail d'une façon qui se limite au rôle fiduciaire, d'une façon qui inclut la dimension stratégique, c'est super aussi. Mais si vous voulez vraiment avoir un grand impact et pleinement réaliser ce rôle de leadership, vous pouvez penser à l'avenir et jouer un rôle génératif. C'est une façon de vraiment servir les communautés, renforcer le conseil et faire progresser l'organisme. Le modèle fonctionne différemment pour différents organismes en fonction d'où vous êtes, de la composition de votre organisme. Je dirais que vous devez au minimum remplir des fonctions fiduciaires et stratégiques. Ce sont des obligations du conseil d'administration. Et si vous pouvez porter aussi le chapeau génératif. C'est un peu l'idéal que l'on veut atteindre. Donc, si on revient au fonctionne, rôle stratégique fiduciaire, ce sont des responsabilités essentielles et il faut aller au-delà d'établir la stratégie, il faut également faire le suivi et s'assurer que l'organisme atteint ses objectifs, accomplit ses buts stratégiques. Il faut également superviser les finances, superviser le leadership, les liens avec les différents partenaires et parties prenantes. Ce sont des responsabilités des membres du conseil d'administration. La semaine prochaine, nous allons nous pencher sur le comment. Qu'est-ce qui doit être mis en place dans une structure de gouvernance pour pouvoir mener à bien nos rôles génératifs, fiduciaires et stratégiques? Et vraiment s'occuper de la gouvernance du conseil, c'est une autre question très importante. Comment bien gérer la gouvernance de façon efficace? Donc, j'entrerai dans les détails et je parlerai des différentes politiques, des différentes procédures, des modèles que vous pouvez utiliser. Nous allons beaucoup parler de la qualité du conseil d'administration, du déroulement d'une rencontre de conseil d'administration, de quoi devraient avoir l'air les descriptions de postes. Ensuite, nous allons parler d'aspects qualitatifs de l'organisation, le code de conduite, comment gérer le conflit, comment établir une culture organisationnelle. Ce sont les trois domaines dont nous allons parler la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, lorsque nous allons nous voir. Nous allons moins nous concentrer sur le modèle de gouvernance, mais nous allons plutôt regarder le comment. Comment mettre en place des politiques, des procédures, des systèmes, des structures qui vont nous permettre d'être efficaces en tant qu'instance de gouvernance. Dernière fois, est-ce qu'il y a des questions au sujet de quoi que ce soit qui a été abordé aujourd'hui? Je peux revenir à l'arrière sur les autres diapos, sur la stratégie, la gouvernance, les responsabilités fiduciaires.
Il y a quelques éléments ici dans la boîte de questions. Oui, je vous enverrai la présentation, aucun problème. En tout cas, à mon avis, là, de mon côté, je peux partager la présentation. On verra avec l'équipe au CACI si elles peuvent vous les faire parvenir. Il y avait une autre question dans la boîte de clavardage. Est-ce qu'il y avait une question au sujet? J'ai du mal à bien voir les questions. OK. Quoi faire au moment de l'orientation des membres du conseil d'administration? Qui en est responsable? On va entrer dans les détails dans 2 semaines, mais c'est une excellente question. J'ai parlé du conseil, de sa structure. Des fois, la structure est dans les statuts règlements, des fois, c'est dans les politiques, mais les comités. Quels comités et groupes de travail sont établis par le conseil d'administration? C'est très important. Plus le conseil d'administration est centré sur les politiques, moins le conseil doit avoir des politiques parce que tout est réalisé pendant la rencontre, pendant les rencontres. Je ne sais pas à quel point c'est possible. Je pense que le conseil, en général, doit avoir des comités qui travaillent entre les rencontres pour s'assurer que le conseil puisse bien gouverner l'organisme. Et parfois, ce ne sont pas des comités permanents, ce sont des comités ponctuels. Mais le conseil a besoin d'avoir un comité de recrutement ou de nomination. C'est le comité qui est responsable des membres, de recruter ses membres. Ce comité doit être mis sur pied 1 mois, 2 mois, 3 mois avant l'Assemblée générale, par exemple. Le comité est responsable de cerner les besoins du conseil, de recruter les membres du conseil d'administration, de faire un premier tri, de faire des entrevues, de s'assurer de l'approbation des membres éventuels, de tout préparer par rapport aux élections et ensuite de recruter, d'orienter et d'intégrer les nouveaux membres. C'est un autre rôle important. Parfois, ce comité est également responsable de l'apprentissage. Donc, le comité s'occupe de l'évaluation. Le comité planifie des sujets qui seront abordés. Par exemple, est-ce qu'il y a du développement professionnel, des apprentissages à faire, à ajouter à l'ordre du jour de la prochaine rencontre? Ce comité s'en occupe. Si vous avez la capacité, parfois c'est avec le soutien d'un employé de l'organisme. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Parfait. Nous avons presque terminé la rencontre. Je n'ai pas la boîte de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la boîte de questions-réponses? Est-ce que vous recommandez des outils de gouvernance pour faire le suivi? Oui, j'en ai quelques-uns. Je vous les présenterai dans 2 semaines. Nous allons regarder toutes ces questions en détail. Donc, les outils, les modèles dont vous avez besoin pour, par exemple, établir et faire le suivi de vos activités, vos politiques. J'aurai des suggestions pour vous pour faire le suivi de votre performance sur le plan stratégique, opérationnel. Donc oui, je vous présenterai des outils la prochaine fois. C'est une très bonne question. Donc, restez à l'affût pour la suite. Très bien, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'il est l'heure de conclure. Merci pour cette excellente séance. Merci Sonia. On se voit dans 2 semaines. Merci à nos participants, participantes pour votre présence, pour vos questions, vos commentaires. Nous apprécions vraiment votre participation. Ces séances sont organisées pour vous. Merci à nos interprètes, Mercedes, Eva et Tania. Excellent travail. Notre prochaine formation, Gouvernance 1, partie 2. Deuxième partie. Le 14 mai. C'est un jeudi, même heure, même lieu,
Assurez-vous d'être inscrit, inscrite. La séance, c'est une autre inscription, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et finalement, vous recevrez un sondage d'évaluation quand vous quitterez la plateforme. Les réponses à votre sondage vont nous aider à planifier nos prochaines séances. Elles nous aideront à nous assurer que ces séances d'information soient pertinentes pour vous, pour vos conseils, vos équipes. Merci beaucoup tout le monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette première séance et nous avons hâte de vous voir dans 2 semaines. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.